observatoires donc je partage absolument le but, l'idée de cet observatoire. Je trouve très intéressante aussi. Merci vous toutes et tous d'être venus ce soir. Je partage l'écran. J'espère que vous le voyez. Je le vois vous non plus. Donc, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à me signaler. Voilà, oui, je vais parler ce soir sur les questions de l'intelligence artificielle appliquée à le traitement de surtout la transcription des écrits anciens. Et aussi, c'est un peu le même sujet, les langues et les écrits dites rares. Je n'aime pas trop cette appellation rare. C'est utilisé par le ministère, donc c'est utile aussi. C'est-à-dire, on sait bien que Google, Facebook et toutes les grandes entreprises, ils utilisent l'intelligence artificielle. Ça marche très, très bien pour l'analyse de l'anglais, de français, de livres imprimés, des livres aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à analyser, à regarder d'autres écritures moins fréquentes et surtout anciennes, historiques, avec les implications sur notre culture, notre connaissance? Parce que de plus en plus, évidemment, le réseau, ce qu'on utilise pour la recherche ainsi que pour notre culture, est ce qui est disponible en ligne. Et vu que la plupart, énormément, c'est le contenu, le livre, le texte en anglais, surtout les langues européennes plutôt. Pour nous, c'est très important aussi de travailler sur et d'essayer de valoriser et de rendre disponible le plus possible d'autres langues, d'autres écritures, d'autres documents, fonds de connaissances. Donc, j'ai l'un de plusieurs plaisirs d'être à l'école pratique des hautes études et mes collègues travaillent sur toutes les langues, toutes les écritures qu'on peut imaginer et encore plus. Et donc ça, j'aime bien, même si mon expertise sur l'écriture latine n'est pas très exotique, mais c'est très intéressant pour moi de chercher, d'appliquer les mêmes méthodes, encore l'intelligence artificielle, l'apprentissage de la machine, sur d'autres documents, d'autres formes d'écriture. Donc, je vais parler de quelques principes, quelques enjeux et défis et passer un petit peu sur notre projet et parler un petit peu en pratique ce que nous faisons sur notre projet. Et je ne vais pas entrer dans les détails techniques, je suis disponible d'en discuter après, mais si j'ai bien compris, l'intérêt est plutôt les questions de représentation et d'éthique, effectivement, plutôt que les détails techniques. Je dois dire aussi, j'imagine qu'il soit évident que je suis partie d'une équipe, donc je travaille avec d'autres collègues qui ont contribué énormément aussi. À la fin, je vais montrer le lien pour aller au site voir les autres contributions. C'est aussi un plaisir de travailler dans les humanités numériques. On travaille toujours dans les équipes et avec une combinaison de connaissances très forte, ce que je pense aussi est important. Bon, donc, vous savez peut-être, vous pouvez imaginer que nous avons énormément de documents historiques, les manuscrits, les inscriptions sur pierre, sur les feuilles de palme, beaucoup de documents. Bien sûr, de millions, probablement de milliards, c'est difficile même à compter combien de documents nous avons qui ne sont pas lus. Quand je dis pas lus, je dis assez récemment, ne sont pas bien connus, pas lus par les chercheurs, peut-être même pas ceux qui les ont dans les bibliothèques, ça dépend. Évidemment, il y a bien sûr les bibliothécaires, les archivistes qui connaissent très bien les collections.
mais on trouve de temps en temps aussi des bibliothèques très importantes avec les manuscrits qui n'ont pas été lus depuis longtemps. Il y a un énorme travail de lire, de les analyser, de les valoriser pour les chercheurs, pour la recherche en général. Et ça devient encore plus difficile quand on pense à la variété des langues et des écritures, surtout les écritures dites rares, où on n'a pas beaucoup de connaissances, pas forcément beaucoup qui puissent les lire, puissent les travailler là-dessus. Donc, si on fait tout ça à la main, on peut imaginer des centaines, même des milliers ans. Et ça, c'est très bien pour la recherche. Il y a toujours des choses à faire. Mais ça pose la question, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle d'aider à ce processus? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Il y a plusieurs aspects, mais pour nous, encore, c'est la transcription automatique. Donc, le principe, il faut déjà numériser dans le sens que prendre les photos numériques des documents. Et après, utiliser l'intelligence artificielle pour prendre les photos et les transcrire plus ou moins automatiquement. Même si, bien sûr, il y a un grand travail là-dessus, le plus que possible, le processus automatiquement pour aider cette transcription et donc connaissance et travail après ça. C'est la question, en principe, la réponse est oui, mais il y a toujours les limites, les défis, les questions sur les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui. Parce que, comme je disais, si on prend les méthodes classiques de ECR, même les méthodes utilisées encore par Google, etc., ils marchent en général pas du tout pour cette variété des documents et des écritures. Donc oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut trouver des façons un peu différentes. Il faut travailler beaucoup plus en général, avec beaucoup moins de moyens en général, pour chercher les solutions. Donc pour vous donner une idée, je parle de Scripted PSL. Scripted PSL, il vient de finir un projet institution à PSL, l'Université Paris Sciences et Lettres, sur l'histoire de l'écriture, dont en principe, plus ou moins toutes les langues et toutes les écritures. Il y a un site web, vous pouvez voir la liste entière. Et comme vous voulez, il y a une variété énorme de types, de styles, de formes d'écriture. Il y a le... je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour vous donner une petite idée, voici une sélection des écritures de gauche à droite, droite à gauche, haut en bas, bas en haut, avec les cunéiformes, les traces plus ou moins cursives qu'en arabe, les lettres plus séparées comme le dièse ou le chinois. Il y a toutes ces formes d'écriture et toutes ces variations, toutes ces différences dans les difficultés pour les ordinateurs en général. Parce que même quand on change de gauche à droite, à gauche, il faut encore entraîner la machine, il faut créer les interfaces qui sont utiles pour nous, il faut les modèles, le cerveau, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, il faut prendre tout ça en compte. Pour ça, il faut avoir les données et il faut avoir de plus en plus de complexité quand on veut traiter l'écriture dans toute sa variété. Donc, j'imagine que vous avez déjà une idée, mais je vais passer rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Qu'est-ce que ça implique? Pour commencer, comme je parle de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté, mais il n'est pas très bien défini, l'intelligence artificielle. En pratique, moi, je parle de l'apprentissage supervisé, encadré. Il y avait un terme différent, supervised learning en anglais. Mais en gros, le processus est
il faut créer des questions, si vous voulez, et aussi des réponses. Il faut savoir à l'avance quelles sont des réponses aux questions. Pour créer la vérité de terrain, le ground truth, pour entraîner la machine pour la transcription. Donc, en pratique, quelles sont les questions pour la transcription automatique? La question pour la machine sont des images. Une image d'une ligne de texte, comme nous avons ici, et la bonne réponse, dans ce cas, est le texte qui correspond à cette image. Ça, c'est l'anglais du XIe siècle, si vous demandez qu'est-ce que c'est le texte. Et donc, le principe, comme vous voulez probablement, il faut avoir des milliers, même des millions d'images, de textes comme ça, avec la transcription, c'est-à-dire les caractères qui correspondent à cette image. On le montre à la machine. La machine peut apprendre comment le lire, c'est-à-dire comment faire cette traduction, cette conversion d'image à texte, même pour les questions, c'est-à-dire les images qu'il n'a jamais vues. Et évidemment, ça, c'est l'intérêt d'entraîner la machine sur une dizaine, centaine de pages ou de lignes. Et après, la machine peut lire les milliards de documents qui sont jamais lus en pratique. Bon, ça c'est standard, c'est l'approche de Google par exemple. C'est pour cette raison que Google veut avoir toutes nos données pour entraîner les machines, pour créer les questions et les réponses. Mais ça pose aussi la question, est-ce qu'il fonctionne aussi pour les écrits anciens? Et comment arriver là? Pour le comprendre un peu, c'est important d'avoir une idée de ce qui se passe dans l'ordinateur, pas dans les détails encore, mais sur le niveau de la représentation, de la modélisation des images et des textes dans le système. Parce que là aussi, même avant qu'on arrive à l'intelligence artificielle, on a déjà des difficultés quand on pense aux écrits anciens et rares. Donc, pour parler juste un petit peu sur la représentation des objets avec la numérique. On parle des objets, de manuscrits, de documents, de choses qu'on peut prendre en main, de choses physiques, et on veut les convertir, les représenter dans un ordinateur qui, en pratique, veut dire qu'il faut convertir un objet, dans quelque sens, en chiffres, en numéros, le fameux 1 et 0 de l'ordinateur. Et ça veut dire que ceci n'est pas un manuscrit, dans exactement le même sens que ceci n'est pas une bip, c'est une image, une représentation numérique d'une image d'un objet qui existe dans quelque part. C'est très facile d'oublier que l'image n'est pas l'objet. L'image numérique aussi. C'est la différence entre l'image numérique et l'objet. Donc déjà encore des soucis. Et encore plus peut-être pour les textes, les caractères. Donc, pour le texte, comment ça fonctionne? On n'a que des chiffres encore, tout le reste est une représentation abstraite qu'il faut créer. Et une chose très importante, cette représentation est plus ou moins complètement arbitraire. Donc, les ingénieurs, ils ont décidé, pour quelques raisons, mais aussi ceux de marketing, de habiller leur culture, comment créer cette représentation, cette correspondance entre notre culture et une séquence de chiffres. Donc, pour le texte, dans cette définition, cette idée des ordinateurs, le texte est une séquence de lettres et de signes. Et déjà, on a un problème quand on va voir. Et on peut dire, d'accord, les lettres signes correspondent aux numéros. Par exemple, ils ont décidé que
l'A minuscule correspond à 97, le B 99, etc. Ça, c'est le système ASCII que encore peut-être vous le connaissez déjà très bien, mais sinon, c'est cette correspondance pour chaque signe on veut représenter. Il faut avoir cette correspondance déjà définie. Mais quel alphabet, par exemple? Pourquoi A, B, C et pourquoi pas les caractères chinois, russes, arabes, d'autres lettres? Non? Évidemment, on a déjà le biais d'une culture qui est évident. Parce que cette correspondance ABC 97-99, ça c'est le système ASCII, qui est le American Standard Code for Information Interchange. C'est-à-dire au début, l'encodage de caractères, l'un de plusieurs encodages, en fait, c'était établi par les Américains. Et donc, comme vous pouvez imaginer, ils ont beaucoup de signes, par exemple, les lettres avec les diacritiques en français. Et donc, il faut, après, ils ont produit plusieurs systèmes, plusieurs correspondances, donc le dit western, arabe, chinois, coréen, cyrillique, etc., etc. Chacun a son propre système pour l'encodage des caractères. Donc, je dis ça parce que ça donne des problèmes en pratique, comme par exemple le même chiffre peut représenter des caractères différents selon le système d'encodage. Donc ici, c'est un exemple. Si on utilise le système ASCII, le numéro 66 dans l'ordinateur correspond à des majuscules, ILL, etc. Mais il y a d'autres comme exactement la même séquence de chiffres dans l'ordinateur correspondent aux caractères différents. Donc ici, il faut donc, si on veut traiter tous les caractères historiques rares dans tous les systèmes, il faut trouver cette correspondance entre caractères et chiffres en principe pour vraiment tous les caractères qui existent. Vous avez peut-être vu dans le navigateur, on peut modifier le système d'encodage. Si on fait ça, on peut, si on prend par exemple une page en islandais, on peut dire à un navigateur de le convertir en coréen. Donc, il utilise parce que dans le système, dans la mémoire, il y a toujours les mêmes chiffres, mais il change, il les interprète comme s'ils étaient pour coréen, et on a un truc comme ça. Donc, peut-être vous connaissez l'Unicode, vous avez entendu, c'est un projet très intéressant, je pense, qui essaie de trouver cet standard international pour simplement cette correspondance chiffres et caractères. Ils ont déjà plus ou moins 150 000 caractères encodés, mais ils travaillent toujours, c'est un travail énorme pour simplement représenter les caractères dans un ordinateur. Je ne parle pas de police, de fond de le montrer sur l'écran, c'est vraiment la correspondance, la signification des chiffres dans la mémoire qu'il faut prendre en compte ici. Voilà pour l'encodage, la transcription des écritures d'Isra, les écritures anciennes. Il faut ce standard, et il faut continuer de chercher, de travailler ensemble pour encoder toutes les formes et toutes les lettres et avoir un système qui fonctionne. Et voilà, par exemple, le katakana, etc. Très vite, il y a aussi des questions qui sont très évidentes, comme par exemple le droite à gauche à droite, d'accord. Mais comme je disais, le texte est une représentation représentée comme une séquence de chiffres. Mais très souvent, le texte n'est pas linéaire. Donc, si on a un exemple comme ça, il y a les deux directions. Donc le texte saute de l'un côté à l'autre. Donc, cette idée à la fondation du numérique que le texte
une séquence de chiffres, ne fonctionne pas. Il n'y a pas encore une séquence, il y a deux séquences, la séquence droite à gauche et la séquence qui saute pour les écritures différentes. Et ça aussi, c'est un énorme travail quand on veut traiter les écritures comme ça, dans toutes les directions, pour l'interface, mais aussi pour la machine, pour comprendre, pour enseigner à la machine comment lire les caractères. Il faut aussi avoir une idée comment lire les directions, les formes. Et quand on voit les exemples encore plus intéressants, comme celui à gauche, c'est un de mes manuscrits préférés en hébreu et chinois, écrits ensemble. Pour traiter ça automatiquement avec l'intelligence artificielle, est très, très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. En gros, le modèle qui existe n'applique pas sur les écritures variées différentes, comme nous avons ici. Il y a des exemples partout, des soucis. Par exemple, cette combinaison d'hébreu et anglais, etc., etc. Donc, il y a un algorithme qui a été produit encore, je pense pas le Unicode encore, mais je ne sais plus combien, c'est plus d'une centaine de pages qui explique comment on peut calculer la directionnalité de l'écriture. Où on peut utiliser encore l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, on commence d'essayer d'entraîner la machine, de créer les intelligences artificielles simplement pour reconnaître la direction d'écriture. Il n'y en a pas encore là. Voilà, quelques défis simplement pour le caractère, la correspondance, quand on veut complexifier et avoir plus de la variété des écritures et des langues. Si je parle encore de cette question de transcription, il y a aussi la question des images. Encore, au manque de temps, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez déjà, je suis sûr qu'en général, on divise une image sur une grille de pixels. Et pour chaque pixel, il y a une correspondance entre le numéro dans la mémoire de l'ordinateur et la couleur en général. Donc, en pratique, ça veut dire que la transition automatique est convertir une grille de chiffres, c'est-à-dire une image, à une séquence de chiffres, c'est-à-dire un texte. Et en pratique, on essaie plusieurs façons depuis les dernières vingtaine d'années, mais la façon la plus efficace à ce moment est l'intelligence artificielle. Dans l'avenir, on ne sait pas, peut-être ça va changer. Donc, nous avons déjà vu ce diapo, c'est simplement pour vous rappeler. Donc, il faut cette correspondance entre les images et le texte, la transcription. Mais c'est aussi, on a les implications. Donc, il faut des images qui existent déjà. Il faut normalement les images qui sont coupées ligne par ligne, comme nous avons ici. Parce qu'une correspondance directe entre l'image, la page entière et le texte est trop difficile à ce moment. Donc, il faut trouver les lignes de texte. Et normalement, nous utilisons l'intelligence artificielle encore pour chercher les lignes. À l'époque, on essayait d'utiliser d'autres approches, d'autres méthodes qui fonctionnent très bien pour les livres encore anglais imprimés avec les lignes toutes droites. Mais quand on regarde les mises en page différentes, des cultures différentes, encore ça devient très très complexe. Et il faut entraîner une machine pour trouver les lignes dans les mises en page différentes, pour les utiliser, pour entraîner une machine pour faire la transcription de texte. Donc, dans le système actuel, nous avons normalement au moins 2 applications différentes de l'intelligence artificielle pour analyser la page, pour trouver les textes, les lignes, etc.
et le deuxième pour la transcription. Il faut d'ailleurs normalement des milliers, voire millions, milliards d'exemples questions-réponses. Il y en a aussi juste là des soucis pour les écritures rares, parce que dans rare, il n'y a pas de définition, pas beaucoup des exemples qui existent. Et donc encore, si on pense aux approches classiques de l'intelligence artificielle, on a des soucis. Par exemple, ceci n'est pas un exemple de la transcription, mais peut-être vous avez entendu le GPT-3. C'est peut-être le modèle d'intelligence artificielle le plus gros jamais, mais c'était pour prédire les textes, c'est-à-dire pour écrire donc un texte. Pour l'entraîner, il fallait 300 milliards de mots déjà disponibles. Mais il n'existe pas, on n'a pas 300 milliards de tokens de mots en vietnamienne, ou thaïlande, tokarienne, ou d'autres langues rares. Donc encore, cette approche, on ne peut pas le faire, c'est simplement pas possible. Oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut trouver les façons avec moins d'exemples. Et c'est pas simplement d'utiliser les machines plus grosses que possible pour faire les analyses. Et là aussi, nous avons un problème sur la représentation. Parce qu'il y a les datasets, les données qui ont été préparées pour entraîner, par exemple, la transcription automatique. Mais si on regarde dans le détail, ici, c'est un exemple connu. More than 500,000 representative historical text-based images. Une collection énorme des images historiques. Mais si on regarde dans le détail, elles sont presque tous du 19e siècle. La plupart sont en écriture latine, c'est-à-dire notre alphabet en français, etc. Si on veut aller vers le gaze, ou même en arabe, c'est un nom très utilisé, évidemment, mais il y a beaucoup moins de données disponibles pour entraîner les machines. Oui, ça, c'est une autre question que je trouve intéressante, que le fait d'utiliser les questions et réponses qui existent déjà veut dire forcément qu'il faut toujours recréer ce que nous savons déjà. Donc, pour la transition, c'est un peu moins d'un problème parce que on sait bien le résultat qu'on veut pour une transition, mais c'est vrai aussi qu'il y a toujours cette réflexion, cette répétition de la passé. Bon, donc ça c'est un peu quelques défis, quelques enjeux, questions qu'est-ce qu'on peut faire. Et la réponse, en gros, il faut un grand travail, un énorme travail pour préparer le dataset, les données, pour entraîner les machines, pour partager nos expertises, notre expérience. Donc, ce que nous et d'autres sont en train de faire, de créer le système pour cette transcription automatique qui, on espère, est utilisé sur n'importe quel, en principe, plus ou moins n'importe quel système d'écriture. En principe, ça veut dire la segmentation, c'est-à-dire trouver les lignes, les parties de texte automatiquement, et faire une transcription automatique, mais aussi à la main. Parce que, comme je disais, pour commencer, il faut avoir des exemples déjà préparés. C'est-à-dire, il faut commencer avec une transcription manuelle, après, entraîner la machine, et après, encore on peut continuer avec la transcription automatique. Donc, je vais sauter un peu parce que je parle toujours trop avec ce sujet. Et juste pour très vite vous donner une idée, j'ai importé les images d'un manuscrit. J'ai le résultat. Ceci est une identification de ligne automatique qui a marché très bien. Il y a un autre un peu plus complexe. Prochaine page, voilà. Je peux modifier à la main
les lignes pour chercher, pour trouver le contenu et après réentraîner la machine pour avoir le résultat, le meilleur résultat. Ça, c'est bon. Après, on peut entrer la transcription à la main éventuellement ou importer une transcription une autre part si on veut, si on l'a, ou copier-coller une transcription qui existe déjà. Ce qui est un peu plus pertinente, voilà, pour un texte en chinois, en vertical. Donc pour faire ça, pour créer cette interface, c'était encore un grand travail, ce n'est pas facile du tout, parce que le navigateur, en général, il veut le texte en horizontal. Donc pour modifier en vertical, c'était encore encore s'il y a de temps, après, on peut revenir sur ces vidéos. Et ceci est un exemple d'une mise en page un peu plus complexe, disons. Donc voilà, ce manuscrit, c'est assez classique en arabe. Comme vous voyez, la mise en page est c'est pas très complexe, mais c'est bien différent par rapport à ce que nous avons. Donc, il fallait encore créer cette interface pour avoir la possibilité d'entrer le texte pour entraîner la machine à la transcription. Donc, si on peut corriger éventuellement une transcription automatique, taper une transcription qui existe déjà pour encore entraîner le modèle et après avoir le résultat automatique. Donc, voilà quelques exemples. Un fragment de mort en hébreu, comme vous voyez. Et si on fait le travail, on peut avoir de très bons résultats. Donc, c'est pas facile du tout cet exemple, mais on voit que ça peut fonctionner. Exemple en syriaque. Là, et d'autres exemples. Ici, c'est un vieux javanais. C'était un étudiant qui l'a fait et qui, dans ce cas, c'est probablement pas possible d'avoir une transition automatique parce qu'il y a beaucoup de variations, il n'y a pas beaucoup d'exemples pour entraîner la machine. Et il y a aussi la question de translittération, c'est-à-dire comment ils utilisent, comme vous voyez, l'alphabet, plus ou moins l'alphabet, notre alphabet, avec des signes pour la représentation des caractères en vieux javanais. Il n'y a pas de problème là. Le système peut bien apprendre une telle correspondance, mais il faut encore plus de données pour l'entraîner. Et donc, encore, si on veut faire quelque chose comme ça, ça devient plus difficile d'avoir suffisamment de données. Mais quand même, il a trouvé que l'interface est très efficace et très utile, même pour créer une transcription à la main. Et voilà encore l'exemple en chinois et hébreu. Malheureusement, ce résultat n'est pas automatique. Il fallait le modifier. Mais aussi pour trouver la séquence de lignes. Quand lire le texte n'est pas facile du tout. À ce moment, le système il essaie de faire une analyse graphique pour trouver la séquence de texte. Mais on espère bientôt de le remplacer avec une autre machine, une autre application de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse entraîner la machine pour trouver même une bonne séquence chiffres comme ça. Bon, donc je passe très vite, je sais, mais je peux revenir à ça dans la discussion. Je préfère un peu plus vite et avoir un peu plus de discussion pour répondre à vos questions. Mais juste pour parler un petit peu, revenir en quelque sens vers les questions éthiques, c'est-à-dire comment peut-on améliorer et nous aider
dans ce processus d'analyse et d'entraînement. Une partie qui est très importante pour nous est d'avoir la possibilité, une fois qu'on a entraîné la machine, on crée un modèle, on dit, c'est-à-dire en quelque sens le cerveau de la machine, la connaissance, si vous voulez, de la machine pour cette écriture, par exemple. Ça veut dire du boulot de créer les transitions, etc. Ça veut dire aussi l'énergie. Je suis très, très conscient qu'entraîner la machine utilise beaucoup d'énergie. Donc, il y a évidemment des questions aujourd'hui de minimiser le plus que possible l'utilisation d'énergie électrique, etc. Donc, ce qu'on peut faire avec ce système, il y a plusieurs d'autres aussi, est de partager les connaissances de l'intelligence, si vous voulez. Donc, peut-être vous connaissez déjà Zenodo, c'est un système en ligne où on peut publier les données scientifiques. Et l'idée est qu'une fois que quelqu'un entraînez une machine pour une écriture, on peut publier le modèle et le réutiliser après réutiliser les modèles qui sont déjà entraînés. Donc pour nous, c'est très important pour la question de l'énergie, oui, mais aussi de travailler ensemble le plus que possible pour dans ces écritures où on n'a pas beaucoup de données, il faut beaucoup d'expertise et de complications là-dessus. Une autre approche très intéressante est d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer les exemples, l'écriture dite synthétique, pour entraîner une autre intelligence artificielle pour lire les documents, les manuscrits. Encore, les exemples ici sont plutôt modernes, comme vous voyez là. Ça aussi, c'est une approche très intéressante dans l'avenir. C'est peut-être possible d'entraîner une machine pour créer l'écriture, je ne sais pas quoi, rien, au vieux vietnamienne, gaze, quoi en principe, pour minimiser le besoin de données qui existent déjà pour aider, c'est bien plus simple pour nous, mais aussi pour les autres. Donc voilà un peu quelques défis d'écriture rare et diverses. Donc on a parlé un peu de questions de système d'écriture, problème de police aussi, pour montrer le fond, pour montrer sur l'écran, ça aussi c'est compliqué. La direction d'écriture semble simple, mais en pratique, il est très complexe. Et aussi une question de corpus des exemples qui est souvent très limité, pas suffisamment d'exemples pour entraîner une machine, pas de modèle pour la langue. Pour ça, je veux dire, très souvent, on a de petites erreurs dans la transition automatique. On peut le corriger très simplement, très facilement avec le spell check, le correcteur automatique d'orthographe. Ça fonctionne bien pour l'anglais, encore pour le français. Mais spell check pour le vieux vietnamien, évidemment, il n'existe pas. Donc, il y a d'autres outils qu'on utilise souvent pour le OCR moderne. Ils ne sont pas du tout disponibles pour nous avec ces autres écritures. Ou même si ce n'est pas forcément rare, mais il n'y a pas encore le travail pour le faire. Je n'ai pas parlé aussi du problème que le plus de caractères qu'on a, le plus difficile d'entraîner une machine. Donc, quand on commence dans le vieux chinois, le vieux indien, ça devient très complexe aussi. Il fallait recréer certaines architectures pour prendre ça en compte. Donc, les questions, les difficultés sont énormes, mais toujours très intéressantes, je pense. Et donc, pour finir, oui, utiliser l'intelligence artificielle est très possible, une fonction, mais il y a une question d'effort. Et encore, il y a très peu d'intérêt de la part des entreprises. Nous avons parlé avec Google, par exemple. Ils sont très intéressés par notre erreur, mais ils ont dit pour eux, c'est pas possible, c'est trop d'efforts, le marché est trop petit.
Et c'est encore pour une question de valorisation des données. Donc, une bonne coordination, je dirais, essentielle pour éviter la répétition d'efforts, pour partager l'expertise, les données, les modèles. Et on arrive de plus en plus vers cette coordination. Et donc, je pense que ça, c'est l'avenir. Mais encore, pour trouver le moyen, l'expertise, la possibilité de le faire, c'est pas facile du tout, mais c'est encore très, très intéressant. Donc, sur cela, je montre quelques liens. Vous pouvez là, ce sont les liens plutôt techniques pour les ingénieurs, mais voilà aussi mon adresse email. Je suis disponible, vos contacts et aussi vos questions. Merci. Merci, professeur, pour cette belle conférence, hein, cette belle présentation assez informative et dense. Donc, j'espère qu'avec les questions, nous pourrons davantage dissoudre l'information et se l'approprier, bien évidemment. Alors, j'ai surtout une question, puisque je me permets d'ouvrir le bal. Hein. J'ai surtout une question au niveau des mesures qui sont prises pour protéger les textes anciens que vous utilisez. Parce qu'habituellement, ces textes sont très fragiles. Et est-ce qu'à votre niveau, je suppose que c'est une question qui intervient surtout à la numérisation, est-ce qu'à votre niveau, il y a des dispositifs qui sont établis, qui sont mis sur pied pour justement protéger ces textes-là dans leur fragilité? Là, c'est une première question. Si vous pouvez déjà un peu répondre. Oui, alors tout à fait. Souvent, ils sont moins fragiles qu'on peut imaginer, heureusement. C'est par exemple les livres du 19e siècle sont souvent beaucoup plus fragiles que les manuscrits Exactement. il y a 2000 ans. Mais oui, effectivement, il faut bien sûr évaluer la fragilité de l'objet, les avantages ou pas de les numériser. Et donc, il faut aussi les experts de la conservation, les bibliothécaires, les conservateurs sur le processus de numérisation. Donc, oui, j'ai sauté cette étape de prendre les images. Et aussi là, il faut l'expertise, les moyens, etc. Bien sûr, oui. Donc, c'est pas vraiment une réponse, sauf pour dire oui, c'est tout à fait une difficulté. Oui. Parfait. Et alors, peut-être avant de passer la parole au président Hubert, deuxièmement, habituellement, dans ce type de technologie d'intelligence artificielle au service de la transcription des textes, il se pose d'un point de vue éthique la question de l'écologie. Par exemple, vous avez mentionné qu'il faut 300 millions de tokens pour pouvoir entraîner une intelligence artificielle afin de proposer des transcriptions. Et justement, est-ce que c'est aussi une question qui vous interpelle dans votre équipe, ces enjeux écologiques, ou du moins, est-ce qu'il y a des mesures justement qui précèdent l'utilisation de ces textes et qui précèdent l'entraînement de l'intelligence artificielle et qui prennent en considération les exigences écologiques? Je pense qu'il faut plus que nous faisons ce moment, franchement. Oui. Donc, oui, c'est une idée encore de partager le modèle, oui. Parce qu'une des difficultés, par exemple, il y a les doigts aux autres projets, mais il y en a en particulier où il y a plus qu'un qui utilise le modèle pour vendre le modèle, en gros. Pour avoir plus de moyens. Donc, ça veut dire que si ils ont un modèle entraîné, si quelqu'un entraîne un modèle, il doit exporter leurs données, les réimporter dans eScriptorium et réentraîner un nouveau modèle sur exactement les mêmes données. Donc, voilà. Là, je pense que ça, c'est visiblement une perte
Donc, si on peut éviter ça, donc c'est pour ça une partie de cette idée de partager les modèles. Mais en même temps, franchement, je pense qu'il faut faire plus que ça parce que oui, effectivement, nous n'avons pas vraiment discuté cette question. Nous, c'est vrai aussi, pour nous, c'est pas du tout le même niveau. Donc, quand je parlais de 300 milliards, ça, c'est pas nous, ça, c'est pas la transition automatique. Oui, C'était non, ça, je pour comprends très bien. écrire. Ce sont des questions qui se posent Mais, en amont, bien sûr. mais évidemment, oui, vous avez raison, c'est une question importante qu'il faut discuter, je pense. Parfait. Alors, je vais passer la parole à M. Hubert. Non, votre micro. Parfait. Non. Non. Là, oui. Là, oui. Oui, bon, merci beaucoup, Peter, pour ce brillant exposé. Moi, je commençais par une boutade en disant que je trouve que la machine telle que vous la décrivez n'est pas très intelligente. Et que heureusement que l'homme est derrière et que c'est son intelligence à lui qui fait avancer la machine. Et que finalement, peut-être que toute l'intelligence artificielle, c'est un gros mot sur une réalité qui n'est pas tout à fait celle qu'on nous vend. Bon, ça, c'est une boutade. Moi, je voudrais savoir si dans les applications qui sont faites de cette technique, il y a des catégories de langues que vous dominez totalement maintenant. C'est-à-dire les langues. Alors, par exemple, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple. Est-ce que les langues sumériennes, par exemple, vous les dominez totalement, la machine est autonome par ses acquis? Voilà, j'aimerais savoir si concrètement, vous trouvez dans un désert un texte dans une langue que connaît déjà la machine peut le faire sans problème. Alors oui, donc sur le premier point, juste pour dire, en fait, c'est un point très important, je pense, dans le sens que oui, effectivement, c'est pour cette raison que je peux faire l'apprentissage de la machine, parce que, bien sûr, il y a l'expertise, donc il y a la question éthique sur la reproduction de l'histoire, dans quelque sens, mais il y a aussi la question de labor, de travail, c'est-à-dire très souvent pour créer la vérité du terrain, on utilise le Mechanical Turk, par exemple, ou ceux qui sont payés très, très peu pour transcrire le texte, pour entraîner une machine. Donc, je pense aussi il faut valoriser aussi, effectivement, le travail de ceux qui créent les transcriptions de leurs expertises. Comment faire ça? C'est pas forcément facile parce que le plus qu'on partage les modèles, par exemple, le plus de contributions, le plus difficile est de distinguer les contributions. Et là aussi, je pense qu'il y a une question tout à fait. Sur la question de langue, encore pour nous, c'est toute une question de données. Donc, en pratique, la langue où il fonctionne le mieux est l'hébreu, simplement parce que mon collègue Daniel Stock-Benez est expert en hébreu et aussi en humanité numérique. Il a fait beaucoup de travail pour entraîner une machine sur la transition d'hébreu. Donc, nous travaillons l'arabe aussi, même si encore ce n'est pas du tout rare, mais il est beaucoup moins traité par les intelligences artificielles. On va lancer très bientôt un projet sur le papyrus grec. Donc, on espère d'avoir les bons résultats là. Et en syriaque aussi, on a pas mal de résultats. On a un projet sur le chinois ancien. Mais comme je disais, c'est difficile en pratique. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de bons résultats. Mais pour l'hébreu en particulier, on peut avoir 99% de précision avec la transcription, même pour les exemples assez difficiles. D'accord, merci. Et peut-être dans cette même lancée, quelle est la langue qui vous pose le plus de problèmes, le plus de difficultés? Oui, alors, on n'a pas même commencé avec les hiéroglyphes égyptiens. Et je pense que ça serait très difficile parce que encore cette question de linéarité, c'est encore plus complexe pour les hiéroglyphes.
L'ancien chinois, c'est très difficile parce qu'il y a note en bas, mais aussi le nombre de caractères. Oui. Et avec l'ancien chinois, souvent, il y a des caractères qui n'existent plus dans le chinois moderne. Et le vieux vietnamien, c'est encore plus complexe parce que c'est une combinaison. Ils ont utilisé les caractères chinois, mais dans une façon différente. Donc, il y a des combinaisons un peu différentes par rapport au chinois classique. Donc, il y a un projet EEC, le European Research Council, de 2 millions d'euros pour étudier les stèles, les inscriptions en vieux vietnamien. Donc, une partie de ça est de travailler sur la transition automatique. D'accord, parfait. Oui, Jacqueline, tu as une question? J'en ai deux. J'espère que je vais les poser d'une manière bien claire parce que je dois dire que j'ai été un peu, comment dire, impressionnée par le côté très technique qui vient de nous être exposé. Alors moi, je me suis posé deux questions très basiques. Est-ce que il peut s'agir d'espérer faire des découvertes au passage en décryptant des textes que nous-mêmes nous ne savons pas encore décrypter? Ou alors il s'agit d'une aide purement numérique pour gagner du temps et pour faire des transcriptions de langues que nous maîtrisons déjà. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, pratique, c'est destiné à qui? Des chercheurs, des bibliothécaires, des archivistes? Quel est le public que vous visez? Pour la première question, ce que nous faisons ici, c'est plutôt pour les écritures qui sont déjà connues parce qu'il faut avoir des exemples de transcription pour commencer. Donc ça, c'est une difficulté de cette approche de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'apprentissage de la machine. Pour que la machine puisse apprendre, il faut avoir déjà des exemples. Donc, on peut quand même, on attend quand même des découvertes parce que on peut, une fois entraîner la machine, puisse après lire les manuscrits qui ne sont pas encore lus. Donc, et pour exemple, même pour identifier les textes, j'imagine que voir, mais donc pour l'instant, c'est effectivement plutôt pour gagner le temps, mais on a les très bonnes possibilités dans l'avenir assez proche, je pense, pour faire la découverte dans les écritures qui sont déjà connues, décryptées, si vous voulez. Il y a aussi d'autres possibilités. Et encore, il y a toujours les experts des langues et de l'écriture derrière qu'il faut travailler avec, tout à fait. C'est simplement, la transcription, c'est le point de départ. C'est pas en soi un résultat, mais c'est pour aider les chercheurs. Et les autres, votre deuxième question, oui, les deux publics principaux sont effectivement des chercheurs et des bibliothécaires et archivistes. Donc, nous travaillons avec nos collègues, mais aussi avec les Archives nationales, par exemple. Nous avons un projet sur les manuscrits du 19e siècle avec les données tabulaires pour transcrire automatiquement. Nous avons travaillé aussi avec le National Library of Israel pour la transcription automatique de leurs documents. Et là, on travaille avec les bibliothécaires, oui, mais il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire souvent en hébreu, par exemple, en latin, moi je suis paléographe, j'ai une expertise pour lire les manuscrits médiévaux en latin, mais ce n'est pas une expertise à tout le monde. Donc pour les bibliothécaires, pour valoriser leurs documents, leur patrimoine, ceci c'est un point d'intérêt si on peut créer les transitions automatiques et le publier pour le grand public,
et aussi pour valoriser le texte, les langues moins connues, s'il y a un intérêt. Merci infiniment. Merci. Alors, dans le chat, il y a 2 questions de Françoise. La première, je suppose, je me permets de vous la lire. Vous avez dit qu'un signe peut correspondre à plusieurs caractères. La transcription n'est-elle pas alors aléatoire? Alors, ce que je voulais dire, dans le système d'encodage de caractères, il y a plusieurs systèmes. Donc, dans ce sens, oui, un chiffre dans la mémoire de l'ordinateur peut correspondre à plusieurs caractères selon le système d'encodage. Donc, si on utilise aussi les caractères qu'on veut transcrire sont déjà dans le standard Unicode, dans ce cas, en principe, il n'y a pas de problème parce qu'on peut dire, OK, j'utilise Unicode, donc un tel chiffre dans la mémoire de l'ordinateur correspond toujours au même caractère dans le standard Unicode. Il y a quand même quelques problèmes. Par exemple, si les caractères ne sont pas en Unicode, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en pratique, on peut utiliser d'autres systèmes, mais oui, à ce point, ça devient un peu aléatoire, effectivement. Il faut communiquer quel système, quel standard a été utilisé. Mais il y a aussi, c'est vrai que dans un manuscrit avec des abréviations, etc., c'est pas forcément clair comment le transcrire. Il y a souvent plusieurs systèmes pour la transcription. Et donc oui, là aussi, il faut se mettre d'accord. Et le plus qu'on veut partager nos transcriptions, nos données, dans ce cas, il faut être d'accord quel système de transcription. Et chez les scolaires, il y a plusieurs. Et donc, oui, il y a aussi un grand travail sur le standard de communication. Merci. La deuxième question, d'où proviennent les textes que vous étudiez? Partout, en général. Donc, les textes, encore ça dépend, c'est l'un des intérêts que nous avons de très grande variété de textes et donc de provenance. Donc, en pratique, il y a très souvent des textes religieux, par exemple, des textes documentaires aussi, littéraires peut-être, sur le manuscrit. En pratique, la plupart sont des bibliothèques et des archives parce qu'il faut les images. Donc ici, il y a encore ce problème d'accès aux images. Mais comme je disais, nous avons aussi un projet qui travaille sur les stèles, c'est-à-dire la pierre avec les inscriptions de Vietnam, de fragments de rouleaux de marbre. Donc encore, c'est D'accord. variété là. Merci. Alors peut-être avant de venir à la question de Lubna, qui à mon sens est un peu plus large, en ce sens que c'est appliqué à l'intelligence artificielle dans sa globalité, je vais passer la parole à Alexandre. Oui, une question. bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Ouais. Oui, je t'entends. Moi, j'ai une question enfin, c'est un peu hors sujet, et c'est un peu par simple curiosité, mais votre parcours, vous êtes plutôt à la base data scientist, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'IA et après vous êtes intéressé au monde des langues, ou est-ce que au départ vous étiez plutôt linguiste et vous êtes arrivé, vous vous êtes mis à l'IA pour justement répondre aux nouvelles problématiques, parce qu'en fait souvent c'est quand même, on va dire, vous faites tourner des modèles d'IA qui sont souvent basés sur des modèles mathématiques et souvent, par exemple en France, on oppose souvent les linguistes, on va dire, aux scientifiques. Par exemple, au baccalauréat, on a bien le bac littérature et le bac scientifique. Et donc, par curiosité, je voulais savoir si vous étiez plutôt linguiste et arrivé sur l'ingénierie ou de l'ingénierie linguiste, ou les deux. Peut-être c'était plutôt les deux. Je suis australien, donc je fais ma licence en Australie. À l'époque, ça n'existe plus, je crois, mais pour quelques années, ils donnaient les possibilités de faire 2 licences en parallèle.
c'était très particulier. Je n'ai jamais vu une chose pareille d'ailleurs. Et j'ai fait effectivement les 2 licences en ingénierie et informatique, plus ou moins, et l'autre c'était en latin et en anglais. Donc pour le doctorat, c'était en pratique je suis plutôt palégraphe, c'est-à-dire l'histoire de l'écriture. Mon doctorat était en paléographie classique, mais j'ai créé une base de données. Je n'ai pas même mentionné dans le texte de doctorat. C'était là pour m'aider. Et après, j'ai trouvé tout ce monde des humanités numériques. Donc, je suis arrivé à Londres pour le postdoc. Donc, c'est un peu particulier. Mais effectivement, c'est une question intéressante. Je veux, c'est pas que en France, il y a très souvent cette division qui est, il y a comme toujours, le pour les cons, le bon, non. Donc, c'est bon d'avoir une profonde connaissance, mais c'est bon aussi d'avoir un peu de discipline, je pense. D'accord. Et troisième question de Françoise, comment entraînez-vous la machine? Est-ce le même procédé que pour les enceintes connectées à l'instar d'Alexa et de Siri? Alors, pour nous, j'ai fait une vidéo pour la question de temps. C'est ce qu'on fait en pratique. Et on tape ou on télécharge une transcription qui existe déjà. Et simplement, en utilisant l'interface, après, on envoie ce qu'on décide d'être suffisamment de pages transcrites. On simplement clique sur l'interface pour dire à la machine, OK, allez-y, faites l'entraînement. Et donc, on regarde la machine dans une indication de précision sur les images qu'il a déjà, évidemment. Donc, il donne une idée quel niveau de précision qu'il arrive. Et après, on peut décider s'il faut ajouter plus d'images pour continuer l'entraînement. Donc, c'est pas loin de l'idée de l'accès Siri, oui, mais c'est pas au doigt, c'est en tapant, c'est l'image, mais encore cette idée de répétition, oui. Parfait. Et alors, question de Lupna, avant de passer la parole à Dominique. Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la sécurité nationale américaine sur l'intelligence artificielle qui considère l'intelligence artificielle comme une menace dans la guerre de l'information? Faut-il diversifier les profils qui travaillent dans l'intelligence artificielle? Donc là, c'est une vision beaucoup plus large. Hein, donc, oui, tout à fait. Pas forcément en lien avec votre travail précis. Oui, c'est pas mon expertise. C'est pas un dire des bêtises, mais pour moi, sur la deuxième partie, oui, je pense absolument il faut diversifier. Ça, je pense c'est déjà évident. Si on regarde, même dans les années 60, c'est très intéressant à voir. Ils ont quelques informatiques mis ensemble pour faire la transition automatique. Oui. Ils pensaient, oui, il faut quelques mois, peut-être pas plus que ça, c'est pas difficile, parce qu'il n'est pas parlé avec les linguistes, et effectivement, comme vous sur les éthiques et les autres discussions. Donc oui, absolument, je pense qu'il est plus que possible qu'on peut travailler ensemble et avoir plus d'expertise sur les questions des intelligences artificielles, le mieux. Parce que c'est assez clair, même aujourd'hui, de temps en temps, on voit des publications un peu hallucinantes dans les choses que, évidemment, jamais parlé avec les sociologues et les autres. Quand on le fait en pratique, c'est compliqué. Donc, c'est très intéressant en parlant avec les informaticiens, par exemple. Comme j'ai dit, je pense que c'est très important que tout le monde ait un niveau de connaissances informatiques, oui. Et les informaticiens, ils disent toujours oui, oui, oui. Et je dis, mais en revanche, c'est aussi très important que les informaticiens aient une connaissance de l'histoire, des langues et des sociétés, etc.
Ils sont beaucoup moins d'accord à ce point. Je pense que c'est important. Donc oui, donc sur le cas des États-Unis, oui, ça m'inquiète. C'est difficile pour moi de dire est-ce que c'est vraiment une menace. Oui, probablement. J'ai vu une discussion intéressante, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'était un point intéressant quand même, qui disait que la Chine aura un avantage énorme parce qu'ils ne posent pas de questions éthiques, ils le font. Et donc, peut-être ça deviendra une grande pour nous. Moi, je pense quand même qu'il faut avoir cette discussion, il faut discuter, mais c'est vrai que ça met le frein. Et peut-être d'autres le font quand même, donc peut-être on aura quand même des difficultés. D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous pensez de la certification des outils d'intelligence artificielle? Je crois que c'est sa deuxième question. J'ai vu les questions, je ne suis pas sûr si j'ai compris la certification dans le sens de, donc pour créer un outil, il faut avoir une certification externe, c'est ça l'idée? Si peut-être elle peut nous préciser sa question. Oui, tout à fait. En fait, bonsoir, merci. Bonsoir. La question serait dans un procédé où il y aurait un tiers de confiance qui définirait des indicateurs de mesure et qui permettrait à un moment donné, pour rentrer dans la charte éthique, par exemple, ou dans des critères, on va dire, d'homologation, de sécurité, de considérer que l'outil IA correspond à une crédibilité, à un niveau de maturité. C'est dans ce sens-là. En général, je suis pro et j'ai vu que la Commission européenne a déjà publié une charte pour la recherche. Donc, si on veut, nous ne sommes pas impliqués. Je suis pas sûr à quel point il va être vraiment en force. Mais ils ont récemment publié l'éthique et des guidelines de charte pour des projets sur l'intelligence artificielle. Alors, moi, je pense, vu le projet, comme je disais, qui sont un peu difficiles à comprendre comment ils ont fait, pour être franche, je pense que ça peut être une bonne idée. Il y a déjà les questions d'éthique sur la recherche, sur un projet. Pour tous les projets européens, il faut compléter le questionnaire éthique. Et donc, je pense à partir de cette année, peut-être, je ne suis pas sûr, ils ont ajouté aussi une partie sur l'intelligence artificielle. Alors, Dominique? Non, ton micro. Parfait. Voilà, merci. Moi, je vais poser une petite question vraiment de candide. Moi, quand je faisais des thèmes et des versions, que ce soit en anglais, en espagnol ou autre chose, j'avais toujours de grandes difficultés pour trouver le sens du texte. Est-ce que c'était plus comme ça ou plus comme ci? Et je trouvais que c'était très difficile de coller au sens du texte dans une traduction. Et est-ce que vous avez un moyen de mesurer la fiabilité de ces programmes? Alors, est-ce que c'est parce que vous relisez les textes après et pour vérifier un peu la cohérence? Ou comment ça se passe? Oui, là, c'est une très bonne question. Je pense pour nous, vu que c'est une question de transcription, pas de traduction, c'est moins difficile, disons, parce que c'est l'un des avantages. On peut effectivement lire après et voir assez vite s'il fonctionne bien ou pas. Pour la traduction, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Une autre utilisation de l'intelligence artificielle sur les documents historiques et pour la datation, par exemple, pour la localisation. Et là, je vois beaucoup plus de problèmes pour exactement cette raison, que c'est très difficile de vérifier après.
Donc, c'est pas que ça, il y a beaucoup d'autres exemples pour identifier l'auteur d'un texte, par exemple. Donc, si on peut vérifier facilement le résultat, être sûr pour un peu les échantillons font une dizaine de pages et avoir une idée assez vite. Là, je suis très content d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais pour l'autre exemple, vu ce qu'on appelle le problème de boîte noire, c'est-à-dire c'est presque impossible de comprendre ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, si on ne peut pas vérifier le résultat, moi je trouve que c'est vraiment un problème de l'utiliser. Donc pour la question de traduction et de sens, oui, il faut trouver une façon effectivement de mesurer, de quantifier la fidélité d'une traduction qui franchement est très difficile. On peut trouver une façon, oui, mais c'est aussi un défi de cette approche pour l'ingénierie. Les ingénieurs disent, oui, c'est simple, il faut simplement mesurer l'erreur. Et à partir de ça, on peut dire, oui, c'est vrai, mais comment mesurer l'erreur d'un aspect culturel? C'est très difficile de dire. D'accord. Merci. Alors là, il est 21h17. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Je crois que non. Sur ce, nous allons clôturer avec cette conférence. Et bien sûr, je ne manquerai pas de remercier notre conférencier pour cette brillante présentation et pour ce temps qu'il nous offre, hein, un temps finalement assez productif, très intéressant. Et bien évidemment, on reviendra vers vous pour d'autres rencontres. Merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à nous dire. Moi, non, juste pour dire merci encore à vous. J'espère que ce n'était pas trop de détails techniques. C'était intéressant quand même. Merci. Merci beaucoup. D'attendre au prochain colloque. Parfait, parfait. Nous vous remercions encore pour cette très belle présentation. Et sur ce, je vous remercie à tous les participants, bien évidemment, de toujours renouveler envers nous votre digne fidélité. Et sur ce, je vais vous souhaiter très bon